j'en profite pour te présenter. Philippe, tu es ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Et depuis 2013, c'est à juin 2013, directeur général de l'agence qualité construction. Avant 2013, tu étais directeur départemental des territoires dans la Loire, fonction exercée 11 ans en comptant un passage en Saône-et-Loire. Auparavant, tu as exercé de multiples fonctions au sein du ministère de l'Équipement. Ça s'appelait ministère de l'Équipement à l'époque, ça remonte un petit peu loin. Dont plusieurs dans le domaine du bâtiment, comme responsable d'une cellule construction publique en DDE et du groupe méthode au sein du département construction publique du CERTU. Je te donne la parole. Tu vas nous parler d'incitation et contrôle pour atteindre les objectifs de l'école. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci de m'avoir invité. Donc, moi, c'est pas tout à fait le même niveau. Donc, je vais faire la météo. Donc, il y a une vision très, très haute des choses. Nous, on est plutôt colibri. Et je propose une intervention en 3 temps, une petite présentation rapide de la conseillère des constructions, une présentation d'un outil donc, qui peut aider, inciter, favoriser donc, le lancement d'un certain nombre d'actions pour donc, développer les outils d'isolation, d'amélioration de la performance énergétique, et puis dans un troisième temps, vous présenter un travail autour de la mesure de la performance énergétique avec un bâtiment. Voici ce que ces deux séries d'outils sont des évaluations intéressantes. Ça vaut le coup de regarder. Alors, je fais de temps en temps des petites citations. Donc là, on ne la voit pas. Parce qu'il y a un truc dessus. Excusez-moi, on peut l'enlever, je ne sais pas, il y a un petit. C'est quoi? Voilà. Je sais pas, Voilà. Et donc, avec la précédente intervention, vous avez compris et donc vous approuvez. Et je confirme que nous sommes complètement dans ces cohérences-là. Alors, l'Agence Qualité Construction, c'est une association de 1901 qui était créée à l'initiative de l'État avec donc une vocation, prévenir les désordres et améliorer la qualité de la construction. Elle est en lien avec la loi Spinetta, donc très protectrice du maître d'ouvrage. Donc, Spinetta, dans les attendus de sa loi, avait indiqué qu'il fallait absolument mettre en équilibre donc, de cette protection du maître d'ouvrage les dispositifs d'incitation du maître d'ouvrage qui se préoccupent de la qualité de ces constructions. Je précise un point rapide que je répète assez régulièrement. La première économie d'énergie, la première économie de bilan carbone, c'est l'absence de désordre dans la construction. Alors, excusez-moi, là, ça. Donc, en pratique, pour pouvoir répondre à ce qui nous est demandé, donc là, tout ça a commencé par mettre en place donc, des dispositifs d'observation. Dispositifs d'observation qui nous permettent de voir l'ensemble des politiques de désordre qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'il y a une assurance de l'ouvrage. C'est déjà pas mal comme information. Donc, on a d'autres observatoires. S'il y a des questions, donc, d'autres observatoires, c'est la question, je vous les présenterai, mais c'est pas l'objet de la présentation. Et donc, on a 2 types d'interventions en termes de prévention. Une prévention sur les produits, donc éviter que des produits donc, génèrent des désordres qui relèvent de la garantie nationale. Donc, en particulier, on a une action autour de ça au travers de la commission prévention produits sur la logique de classement technique courante, technique non courante. Une petite influence donc par rapport à ça. On intervient aussi donc sur la prévention des techniques de construction. Là, on ne crée pas dans ce travail-là donc de nouveaux règlements, de nouvelles normes. On est simplement au travers de l'analyse que nous avons fait des désordres. Donc, on fait des focus pour mieux faire comprendre donc aux acteurs donc certains points sensibles où on trouve des désordres effets de la communication. On a des délégations régionales qui parlent de tout ça. Et puis, depuis 10 ans, donc on a, en plus de l'ensemble de notre activité traditionnelle, un gros travail sur ce qu'on appelle les grands programmes.
Alors, l'AQC donc, a une gouvernance avec essentiellement les organisations professionnelles, des centres techniques, qui, pour la plupart, sont historiques, et donc a une mission d'intérêt général, hein, comme je vous l'ai indiqué. On tourne. Donc, depuis le Grenelle de l'environnement, dont il a été parlé tout à l'heure, on travaille sur ce qu'on appelle des grands programmes, dont l'objectif premier était d'écrire donc des règles techniques et des dispositions techniques qui permettaient d'atteindre les objectifs du Grenelle. Donc, pour les plus anciens, il n'y en a pas beaucoup. Donc, avant le Grenelle, on avait des références aux techniques de construction, qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui, dans l'état où elles étaient, ne permettaient pas d'atteindre les objectifs qui étaient fixés dans le cadre du Grenelle. Et aujourd'hui, encore moins les objectifs qu'on a dans le cadre de l'ARE 2020. Du coup, et là c'était très cohérent, il a été mis en place un dispositif pour produire de nouvelles règles de l'art qui doivent permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du Grenelle de l'environnement et des objectifs qui évoluent donc avec l'évolution de la réglementation thermique et de la réglementation environnementale 2020. Et donc, dans ce cadre-là, l'AQC a été chargé au travers de son rôle, donc on a vu 52 ans, on regroupe l'ensemble des organisations professionnelles qui travaillent dans le domaine de la construction. Donc, on a une position plutôt neutre, hein, on crée de l'harmonie. Et donc, avec l'ensemble de ces acteurs, donc on a retravaillé sur ces outils. Donc, dans le cadre d'un premier travail qui s'appelait RAGE, et il y a une production de règles, de recommandations professionnelles dites RAGE, KIFAL, normes. On a continué dans un programme qui s'appelle PACT, puis dans 2 programmes qui s'appellent Profil et aujourd'hui Profil 2. Donc, dans le cadre de RAGE, les productions essentielles, c'était des guides donc, qui permettaient de mettre à niveau l'ensemble des acteurs, donc avec des données scientifiques et techniques, donc qui leur permettaient de comprendre ce qui se passait donc, dans la physique du bâtiment au regard des objectifs qui étaient fixés, et puis des recommandations professionnelles pour effectivement mettre en œuvre. Donc, dans le cadre de Pacte, on a continué ce chemin-là, mais on est allé donc un petit peu plus loin en développant des outils et en particulier en développant des outils de contrôle. Et puis dans Profil et dans Profil 2, donc on a continué à avancer, tout en donnant toujours des recommandations professionnelles et en multipliant les outils à la disposition des acteurs. Donc, je vais vous en parler plus en détail. Et donc, très concrètement, ces démarches de évolution des recommandations, ça a mobilisé toute la filière, donc principaux acteurs, donc les industriels, les entreprises, les maîtres d'œuvre, les assureurs, les économistes, etc., etc. Donc, c'était dans le cadre de profils donc financés par des C2E. Donc, les C2E comprennent une partie de financement pour des programmes, justement, pour mettre à niveau. Il ne suffit pas de dire on met à niveau, on se donne les moyens de mettre à niveau. Et puis, qui était sous tutelle des pouvoirs publics et avec 2 porteurs, donc l'un à l'AQC, donc porteur principal, et le CSTB, porteur secondaire. Donc, dans le cas de Profil 2, donc on a 8 projets. C'est en cours, hein, donc je vous recommande de vous brancher dessus. Donc, Gorénov, dont je vais vous parler un petit peu plus. Le projet Quartet, donc qui se préoccupe du confort intérieur lorsqu'on fait des travaux d'économie d'énergie. Vous avez probablement entendu parler des problèmes de ventilation donc, auxquels il fallait penser quand on fait des travaux d'économie d'énergie, parce qu'autrement on a quelques ennuis. Mais il n'y a pas que les sujets de ventilation, il peut y avoir aussi des sujets d'éclairage, des sujets divers et variés. Et donc, ce projet-là donc, a vocation à aborder l'ensemble de ces soucis de confort de façon à ce qu'il n'y ait pas de frein. Donc, il y a des inquiétudes par rapport au confort futur. Renobox, donc c'est un outil de partage de la connaissance. J'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Renoptim, c'est un projet de réflexion qui concerne la thermique d'été. Donc, on a relativement peu abordé par rapport au sujet qui a été évoqué tout à l'heure, le réchauffement climatique, qui est une réalité. On travaille donc à la fois pour limiter le réchauffement climatique, mais aussi pour développer de la résilience par rapport au changement climatique. Il faut bien travailler sur les 2 volets. Et donc, ce projet-là est bien autour de la résilience par rapport au réchauffement climatique, sans générer plus de consommation énergétique.
Ensuite, on a un projet qui s'appelle Restore, donc qui propose un certain nombre d'outils type donc, pour faire de la rénovation globale. Un projet qui s'appelle Interface, donc qui est un projet qui est complètement dans la cohérence de ce que fait la QC. On met en place un dispositif d'observation des principales difficultés rencontrées dans le cadre de la rénovation. Et en l'occurrence, on sait que 90% des problèmes se trouvent aux interfaces entre produits, aux interfaces entre actions des acteurs. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on va traiter une centaine d'interfaces donc, qui sont particulièrement récurrentes en termes, donc qui sont particulièrement pathogènes, donc, et on va donner les outils pour l'éviter. On a un projet spécifique pour l'outre-mer, donc ce qui n'existait pas tout le temps. Donc, on a un vrai sujet avec les ultramarins, donc qui étaient un petit peu isolés par rapport aux réflexions donc, qui pouvaient être nécessaires pour progresser eux, donc dans la thermique donc qui correspond à la thermique d'été. Et ils ont énormément à nous apprendre, donc on a un gros travail avec eux par rapport à ça. Et puis le dernier sujet, donc Sorel, que je vais vous présenter aussi, donc dont l'objectif est de faire une mesure de la performance énergétique intrinsèque, c'est-à-dire réelle. Et au jour d'aujourd'hui, donc dans le monde, il n'y en a pas d'outils qui permettent de le faire. Alors dans le cas de Gorenov, donc comme son nom l'indique, c'est donc aller faire de la rénovation. Donc, inciter à faire de la rénovation. Et donc, pour inciter à faire de la rénovation, le principe qui a été établi à la base, c'était connaître le besoin de rénovation et le patrimoine sur lequel il faut faire de la rénovation. Donc, dans le cadre du projet Gorenov, le premier travail qui a été donc, fait, qui est un travail extrêmement compliqué, même si ça peut paraître simple quand on le dit, c'est créer donc un regroupement d'un ensemble de bases de données, donc en une base de données unique, qui permet de faire effectivement de l'analyse assez fine donc, de l'ensemble des constructions et des performances de l'ensemble des constructions. Et donc, dans le cadre de ce projet, donc le travail du CSTB, ça a été d'obtenir donc des accords pour utiliser ces bases de données, sachant que on est dans un contexte qui est assez lourd, hein, ça a été évoqué tout à l'heure, et il n'est que des petits chiffres, mais quand on regarde l'ensemble, c'est 38 millions de logements, donc avec 1 milliard de mètres carrés tertiaires, c'est ça la réalité. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la rénovation globale, je pense qu'il a donné un chiffre un peu bas, on est plutôt entre 50 et 100 000 donc, par an. L'objectif, il y a 13 ans, c'était 500 000. Hein, donc, on était dans une logique 500 000 de logements neufs, 500 000 donc rénovation. Donc, on en est très, très loin. Et quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, si on le fait dans 20 ans, c'est vraiment super. Ça me paraît compliqué, mais c'est un bel objectif. Donc, ça s'inscrit tout ça, donc avec la stratégie bas carbone, les éco-énergies tertiaires et la loi climat et résilience. Donc, par rapport à ça, donc l'objectif, c'est aider les décideurs donc à se lancer, aider donc les collectivités à mieux connaître le parc de bâtiments, aider les grands maîtres d'ouvrage, les grands gestionnaires de patrimoine à mieux connaître leur parc. Hein. Ça a été vraiment une grande surprise de voir le niveau de connaissance, le faible niveau de connaissance d'un certain nombre de gestionnaires donc, de leur parc. Et dès lors qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas travailler dessus. Donc, avec une logique pour agir, c'est diagnostiquer, simuler, essentiel de savoir simuler, donc cibler et puis évaluer ce qui a été fait. Et donc, par rapport à ça, donc un travail donc qui a été fait dans le cadre de la VDND, donc en partant donc de ce qui se passe sur un quartier, un travail de découpage donc en bâtiment élémentaire, donc en utilisant des outils sophistiqués d'intelligence artificielle, et puis ensuite sur ce découpage élémentaire, la pose donc des données de la VDNB de façon à avoir une carte d'identité donc de chaque bâtiment avec environ 250 informations clés donc qui permettent de traiter l'ensemble du dispositif. Donc, on est vraiment en avance. C'est quelque chose qui n'était pas franchement possible il y a 15 ans. On n'avait pas encore les outils par rapport à ça.
Donc, on n'avait pas naturellement les outils. Donc, il y a un vrai travail donc, de géolocalisation, de rapprochement de la géolocalisation avec des bases de données. Et c'est très, très compliqué. Ça paraît simple comme ça, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas des bases d'adresses qui sont complètement corrélées. Et donc, il faut trouver les bonnes corrélations. Après, donc à partir des données qui sont géospatialisées et la comparaison de coefficients, il y a eu des développements d'algorithmes avec du machine learning pour compléter les bases de données qui n'étaient pas complètes. Et il y avait beaucoup de bases de données qui n'étaient pas complètes. Et puis après ça, avoir un système de simulation pour voir comment faire évoluer et en ajoutant des coûts sur les différents types d'évolution et les gains de chaque type d'évolution. Donc en pratique, sur la base de données, il y a des informations sur la morphologie, sur les usages, les matériaux, les équipements, les consommations, les performances. On n'a jamais eu ça à notre disposition jusqu'à présent. Et c'est partagé. Donc, un exemple, en fait, de recalcul de données qui n'existe pas. Donc, à partir du DPE réel, cette carte qui a permis, avec des systèmes de colorisation, de voir quels étaient les niveaux de DPE des différentes constructions. Donc, DPE, produit. Et on voit, en violet, toutes les zones de construction pour lesquelles il n'y a pas de DPE, aujourd'hui enregistré. Et du coup, avec une complexité pour avoir une action géographique, pour l'amélioration globale de l'habitat dans un secteur géographique. Du coup, non, il ne faut pas passer. Et donc, il y a eu un dispositif avec des algorithmes de faire des simulations de DPE pour obtenir des cartes sur lesquelles on trouve quasiment plus de violet, parce que tout ne peut pas être simulé, et sur lesquelles on peut agir pour pouvoir avoir une action politique territorialisée sur lesquelles on peut agir pour un gestionnaire de patrimoine pour avoir des actions pertinentes et localisées. Alors, à partir de ça, on a aussi des informations. Donc là, c'est que vous allez voir que des informations macro sur des cartes sur les énergies de chauffage. Là, c'est des choses qu'on peut croiser. Et donc, on trouve en vert le bois, c'est bizarre, c'est plutôt dans le Jura. On trouve en rouge le fioul, donc on le trouve plutôt dans les zones de campagne quand on zoome un petit peu. En bleu, l'électricité, donc ça marche bien, à peu près partout. Et puis en jaune, le gaz, et là c'est bizarre, c'est les agglomérations, c'est là où on utilise le gaz. Donc, on sait que c'est vrai, donc c'est à partir des croisements de plusieurs fichiers que ça peut être. Alors on a aussi des cartes sur les années de construction. La même chose, c'est utile après quand on croise les données, années de construction, mode de chauffage, machin, bidule et chouette, de voir quel type d'action on pourra mener. Et puis on trouve aussi les matériaux de clôture. Bon là, quand on s'est un petit peu promené, on est sûr que c'est vrai, donc avec de l'ardoise ici, et dans le Massif central, des tuiles ailleurs, et puis d'autres informations sur du zinc, du lignium. C'est bizarre, on en trouve le charlie. Voilà. Comment? Bon, on ne le voit pas assez, le chaume, c'est un peu trop limité. Alors là, ce sont des cartes complètes, mais on peut zoomer, et donc on peut zoomer à la construction. On peut faire ce travail-là à la construction. Matériaux des murs, donc très utile pour voir comment calibrer l'isolation. Je précise que ça fait partie de nos inquiétudes les plus fortes au niveau de la QC, donc les techniques d'isolation en fonction de la réalité de ce que sont les murs. Donc là, béton, briques, pierre, bois, meulière, il y a encore beaucoup d'autres choses. Et il y a des gros sujets de pathologie, déjà d'aujourd'hui et de demain, c'est les enjeux de migration de la vapeur d'eau, donc pour ceux qui sont un petit peu penchés là-dessus, et que les enjeux de migration de la vapeur d'eau ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des matériaux des murs. Et il y a un certain nombre de situations dont on ne connaît pas le mode de fonctionnement aujourd'hui. Bien que tous les travaux que je vous ai évoqués tout à l'heure, on n'a pas des informations sur tout. Les premiers travaux ont porté sur ce qu'on retrouvait le plus souvent, et aujourd'hui, il reste des centaines de milliers de constructions qui sont sur des typologies un petit peu particulières et pour lesquelles on sait. Voilà, et donc la BDNB peut apporter des éléments sur la caractérisation du parc,
donc avec des données que j'ai évoquées, donc qui permet de cibler effectivement, donc permet de cibler les actions publiques. Une des idées par rapport à ça, donc pour ceux qui ont connu les dispositifs de l'ANA, donc où on avait des plans locaux, donc qui étaient zonés, donc et qui étaient travaillés avec des études relativement lourdes pour voir donc la portée donc de l'investissement. Est-ce qu'il est intéressant, donc au-delà de ce qui a été vu par Pierre Maroutou, donc dès lors qu'on a une somme d'argent, est-ce qu'il est intéressant de dire on la concentre à tel endroit parce que c'est là qu'on aura le meilleur rendement de l'usage de cet argent ou pas? Ça, ce sont des choix politiques donc qui sont assez essentiels à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau de la commune, donc du département, de la région, ou au niveau national, ou voire au niveau européen. Donc, combien même on trouve les sommes qui sont évoquées, dans les 20 ans, il y a des priorisations à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Et c'est essentiellement le rendement donc, de l'investissement. Et ça permet d'avoir un calcul sur le rendement d'investissement. Voilà, donc il y a un Gorenov qui est mis à disposition des particuliers. Alors, un petit détail quand même qui n'est pas complètement neutre. Donc, les particuliers n'ont pas accès à tout, puisqu'il y a une partie des informations donc, qui, au regard des règles effectivement de sécurité sur l'information pour les personnes, ne sont pas donc mis à disposition des particuliers. Pour les bailleurs, par contre, il y a plus de choses qui sont mises à disposition, et donc avec un outil spécifique qui leur permet de travailler donc, sur la base en question et avec de la cartographie. Donc, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment le b.a.-ba d'un usage de la base. Hein. Donc, il y a vraiment des outils sophistiqués donc, pour aider au choix. Et puis, donc, demain, il y aura un Gorenov donc, pour les collectivités et un Gorenov pour les bâtiments tertiaires. Les principaux bâtiments qui restaient en violet étaient des bâtiments tertiaires. Il est plus compliqué de comparer un bâtiment tertiaire avec la réalité des bâtiments d'habitat à proximité, parce qu'on sait que c'est pas tout à fait de la même façon. Voilà pour la présentation de Gorenov et de la BDNB. Et donc, Gorenov incite les acteurs à agir. Alors maintenant, donc, dès lors qu'on a incité les acteurs à agir, bah, il faut qu'ils agissent. Donc, on a toutes sortes d'outils qui sont à leur disposition, donc, que je vous ai évoqués donc, dans les différents projets qui sont portés par profil. Et puis, il y a le sujet de contrôle. Alors, on a des outils de contrôle donc, qui sont directement à la disposition des acteurs. On a développé des outils d'autocontrôle par typologie d'action. Et donc, c'est vraiment très, très utile parce que ça, au-delà du terme contrôle, ça permet, c'est vraiment de la checklist, donc, à la disposition des artisans pour que eux-mêmes, donc, pointent, donc, ils ont bien fait les points essentiels qui permettent, donc, d'arriver à la bonne performance, sachant que, comme vous pouvez lire dans la presse, c'est pas toujours le cas pour certaines personnes indélicates. Donc, au-delà de ça, ben, on a un vrai sujet, c'est quelle est la réalité de la performance à laquelle on arrive aujourd'hui. Donc, et on n'a pas encore des informations. Donc, dans le cadre de ce REM, on est en train de finaliser un outil qui va nous permettre de le faire dans la maison individuelle dans les toutes prochaines années. Donc, on fait des tests, ça marche. Donc, on est vraiment dans une phase de test. Dans les toutes prochaines années, ce sera à la disposition. Le principe, il est simple. Donc, pour tous ceux qui se souviennent de leur cours de thermo. Donc, en fait, on veut mesurer la performance de ça. Donc, pour mesurer la performance de ça, donc, on regarde ce qui se passe ici, avec le soleil, etc. Et puis, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et on met du chauffage. Et on regarde comment, ici, ça évolue. Donc, l'évolution de ce que l'on mesure à l'intérieur permet, avec un certain nombre d'algorithmes, de donner les caractéristiques de l'enveloppe. C'est extrêmement simple. Sauf que ben, l'enveloppe, elle n'est pas exactement comme ça. Et dans l'enveloppe, il peut y avoir de l'inertie. Dans l'occupation de la maison, il peut y avoir de l'inertie, qu'elle est compliquée à connaître. Que ben, les outils de mesurage ne sont pas forcément
complètement performant, complètement fiable. Donc, c'était il y a 6 ans, ça. Que la façon dont on aborde donc, les apports solaires, les précipitations, le vent, etc., c'était pas forcément parfait. Donc, ça a nécessité énormément de calculs. Ça a mobilisé des chercheurs donc, pour mieux modéliser donc, ce dispositif. Et donc, on a eu d'abord un travail donc, avec des milliers de simulations de calcul pour essayer de trouver donc, les meilleures choses. Et en particulier, ça nous a permis d'arriver à un signal de chauffe donc, discontinu, donc pas complètement aléatoire, mais discontinu, qui était le signal donc, qui permettait d'avoir la meilleure fiabilité dans la mesure intérieure. Et puis, ça nous a permis, en fait, de caler l'ensemble du dispositif et de caler l'ensemble de l'appareil. Alors, à partir de cette mesure, donc, on a un modèle théorique, et puis on a modifié tout ça de façon à ce qu'on cale le mieux possible la mesure réelle avec la mesure théorique. Théorique calculée scientifiquement. Donc, comme je vous disais, on a fait plus d'un millier de simulations énergétiques, donc des centaines d'essais sur des maisons expérimentales. Donc, il y a des maisons prototypes qui existent chez un certain nombre de partenaires. Et puis là, on en est, donc là, c'est marqué une quarantaine d'essais, on est à un petit peu plus d'essais in situ sur des vraies maisons, avec des vraies personnes qui les occupent et qu'on met dehors, avec de véritables aménagements à l'intérieur de ces maisons pour nous donner un certain nombre de données. Donc aujourd'hui, alors qu'au niveau européen, donc, il existe une norme pour ce mesurage, donc norme qui prévoit donc, une durée de mesurage de 21 jours, donc qui est parfaitement inopérationnelle. Et donc l'objectif que l'on avait donné donc, dans le cadre de profil à ceux qui travaillaient là-dessus, c'est-à-dire le CSPB, l'UNES, Armin, l'Université de Savoie et j'en passe parmi les moins mauvais. L'objectif, c'était être capable de faire du mesurage en 24 heures. Parce que du mesurage en 24 heures, donc on sait qu'on peut le faire donc sans trop pénaliser le fonctionnement des personnes. Et donc, en pratique, on arrive à faire un mesurage donc, assez précis et performant en 12 heures, donc sur les maisons peu ou pas isolées. Avant isolation, la précision est suffisante en 12 heures. En 24 heures, on arrive à faire sur l'isolation par l'intérieur, et il faut encore 48 heures donc, pour faire de l'ITE. Et donc, d'ici 2 ans, on sera à 24 heures aussi pour l'ITE. Et bien évidemment, donc on a besoin de faire cela donc avec un différentiel de température entre intérieur et extérieur, parce que si on n'a pas ce différentiel de température, les échanges sont trop fins pour qu'on ait la bonne précision sur la performance de l'enveloppe. Quand j'étais plus jeune, donc ce sujet-là, donc je faisais moi mes réceptions d'isolation en hiver, donc j'étais en Haute-Savoie, et donc j'allais en hiver voir tous mes chantiers, puis regarder la couverture les lendemains de chute de neige. Et donc là, j'avais une très très bonne information effectivement sur l'isolation intérieure. Le principe ici, donc scientifique, et c'est le même type de raisonnement, il faut un écart et des éléments qui varient. Donc là, sur cette photo, pour vous montrer les outils qui ont été développés donc, pour permettre ce mesurage. Donc, il y a à la fois des modules qui permettent de voir donc, ce qui se passe à l'extérieur, donc sur les façades, et puis des systèmes de mesure de la température, et puis des vents, et puis avec des outils à l'intérieur. Donc, à la fois avec un système de chauffage qu'on amène, c'est pas le système de chauffage du logement, mais un système de chauffage qu'on amène et que l'on peut programmer, et puis un certain nombre de capteurs donc, qui permettent de faire l'ensemble des mesures dont on a besoin. Voilà, donc, alors ça c'était pour tout ce qui concerne l'enveloppe. On a aussi développé un outil donc, qui était un petit peu plus compliqué à développer sur la valorisation des systèmes du bâtiment. Et donc là, en fait, ce qui a été fait, c'est une checklist de tout ce qui a à contrôler, et à partir de ce contrôle, valoriser les points forts et les points faibles pour donner des éléments sur la performance. Et donc, en regardant le chauffage,
le rafraîchissement, le CS, la ventilation, l'éclairage. Donc, c'est quelque chose qui marche bien aujourd'hui et qui vient en complément, ce qui nous permet de donner une performance globale pour une maison. Voilà, donc ça, ce sont des photos de ce qui a été fait. Et aujourd'hui, donc, on travaille donc, sur deux choses. Donc ça, c'est, vous regarderez, si vous avez des maisons, vous pouvez nous contacter parce qu'on peut aller faire les mesures chez vous. Même en Dordogne. Oui, même en Dordogne. Bon, ouais. Très bien. Alors, il y a des conditions, mais c'est intéressant d'avoir ça. Alors, aujourd'hui, on travaille sur le collectif. Alors, le collectif, c'est un petit peu plus compliqué parce que on peut pas travailler sur l'enveloppe globale. Donc, on est en train de faire des travaux pour comment identifier les logements donc, qui seront représentatifs de ce qui se passe sur l'ensemble du bâtiment. Avec un certain nombre de difficultés, c'est qu'on est bien capable de voir donc, les échanges liés à l'extérieur, et il faut trouver des méthodes pour les échanges à l'intérieur avec les voisins et les parties communes. Et donc, par rapport à ça, donc on a mis en place plusieurs types de protocoles, donc avec les voisins présents en calant de chauffage à un certain niveau, les voisins contraints, les voisins absents, et puis avec essentiellement en fait des méthodes donc directes où on a mis au point donc un certain nombre de flux-mètres. Donc on est sur la paroi avec le voisin, donc ce flux-mètre permettant à certains endroits de la paroi de voir effectivement les mouvements de calories entre les deux logements. Donc j'accélère puisqu'il faut en finir. Donc la mesure sereine, donc on cherche aussi, donc j'ai compris qu'il y en a qui étaient chez des bailleurs sociaux, on cherche aussi donc des immeubles pour pouvoir faire ces essais. Alors on a dans la recherche sur le logement individuel, aujourd'hui, on essaye de trouver un dispositif, un outil de corrélation donc de la performance mesurée avec l'observation de points faibles dans la construction. En particulier, essayer de trouver la corrélation entre la performance et les ponts thermiques. Voir s'il y a des ponts thermiques qui coûtent cher en termes de performance ou pas. Et donc, les ponts thermiques sur lesquels il faut concentrer l'effort et ceux pour lesquels on ne leur dit pas de pas bien faire, mais on demandera moins d'action pour conserver la performance. Voilà. Alors, en pratique, donc, dans le profil, donc c'est la fin, hein, sont les différentes informations sur la diffusion de ce qu'on produit. L'essentiel est gratuit, puisqu'on est financé par les CDE, donc tout ce qui est fait là est gratuit. En particulier, je vous signale donc un outil donc pour le dimensionnement des pompes à chaleur. Aujourd'hui, il n'y en avait pas. Hier, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a un. Donc, il y en a un outil aussi pour le dimensionnement des conduits. Donc, c'est en maison individuelle essentiellement. Et puis, un outil aussi pour tout ce qui est autocontrôle et réception. Donc, découvert qu'il y avait encore beaucoup, y compris des artisans donc, très médiatisés, qui oubliaient de faire des réceptions de leurs produits. Et donc, la dernière, avant la lecture de la dernière citation, donc, dans le cadre de Pacte, donc, on est à plus de 70 000 chargements, donc des recommandations professionnelles que j'évoquais tout à l'heure, ou des guides. Donc, on a ça différents outils, donc avec des téléchargements, dont un travail qui a été aussi fait sur le low-tech, donc un travail très intéressant sur la réhabilitation low-tech pour effectivement utiliser donc, des produits dont le bilan carbone est particulièrement bon pour les immeubles. Voilà, Alors là, aussi la dernière. Il faut lire la dernière, et puis le dernier message aussi quand même. Donc par rapport à ce que disait Pierre Laroto, moi ce que j'attends donc du gouvernement, c'est que effectivement il y ait une priorisation d'action sur les économies d'énergie et les économies dans le bilan carbone. Et c'est vraiment fondamental. Bravo, merci.